quelques mots sur le chiffrement RSA. Donc, on rappelle que le chiffrement RSA, c'est un chiffrement asymétrique. On va voir dans un premier temps, dans cette première vidéo, comment on constitue les clés. Une clé publique, dont on va beaucoup se servir pour chiffrer. Une clé privée que va garder le propriétaire du trousseau de clés pour déchiffrer. Donc là, le propriétaire des clés doit constituer son trousseau de clés et constituer sa clé publique à lui, sa clé privée à lui. Les deux clés sont fabriquées en même temps. Alors, tout d'abord, ça commence par choisir deux nombres premiers. Typiquement, on va peut-être choisir les nombres premiers de 500 bits, et un nombre premier de 500 bits, enfin un nombre de 500 bits fois un nombre de 500 bits, ça donnera un produit de 1000 bits. Alors je parle du produit parce que tout ce qu'on calcule tout de suite après, c'est n égale p fois q. Donc on va calculer le produit qui fera environ 1000 bits. Et ça nous donne la taille de la clé, et on fera ensuite un chiffrement par paquet de 1000. C'est-à-dire qu'on prendra 1000 bits de l'entrée, et c'est ça qu'on sera capable de chiffrer avec notre clé de 1000 bits. Alors, pour calculer la suite, on a besoin, pour des raisons techniques, de calculer P-1 fois Q-1. Donc j'explique ce qu'on fait dans une deuxième vidéo, et j'expliquerai pourquoi ça marche. Pourquoi ça permet de chiffrer et de déchiffrer. Ensuite, alors c'est là où on commence à avoir d'un côté le nombre pour chiffrer, le nombre pour déchiffrer. On choisit un nombre E au hasard, E pour encrypt, donc là ça sera plutôt la clé pour chiffrer. On le choisit au hasard, alors on va voir que pas tout à fait. On va prendre un E, et puis on va calculer son inverse modulaire, modulo phi. Phi étant le P-1 fois Q-1. Donc l'inverse modulaire, c'est le nombre tel que E fois D est égal à 1. Alors la question, c'est qu'en fait, ça n'existe pas toujours. Pour que D existe, en fait, il fallait que E soit premier avec phi. Alors comment on fait en fait dans la pratique? On choisit un E, on calcule D. Si l'algorithme nous donne bien un inverse modulaire, c'est que E était bon. Si ça n'est pas le cas, on reprend un nouveau nombre E et on recommence. Donc allons-y sur des exemples. Sur un exemple, j'ai pris deux nombres premiers tout petits, 47 et 53, juste pour se rendre compte de ce qui se passe. Alors on peut calculer 47 fois 53. Je me sers d'un Python pour calculette 2491. On peut aussi calculer du coup 46 fois 52, qui va donner 2392. On en a besoin, on a vraiment besoin du coup de ce nombre pour calculer la suite. Je choisis un E au hasard. Alors comment on fait? Bon, on choisit n'importe quel nombre, par exemple 18. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'inverse modulaire de 18 modulo 2392. Donc l'inverse modulaire, c'était un algorithme qu'on a fait dans les semaines passées, il y a 2 semaines. Pas de résultat. Alors pourquoi? En fait, on avait décidé que si jamais l'inverse modulaire n'existait pas, si R était différent de 1, on retournait le pointeur vide. Donc là, effectivement, 18, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a choisi un E au hasard, ça ne marche pas, on retire un E, par exemple 123, totalement aléatoire. Là, j'obtiens un nombre, donc ça y est, ça a marché, E était bien une bonne clé possible. Et dans ces cas-là, l'inverse serait 739, je vais donc pouvoir poser que D est égal à 739. Donc j'ai mon E, j'ai mon D. Donc on voit que E va être choisi de manière totalement uniforme parmi les nombres possibles. On choisit des nombres, on regarde s'ils sont bons et on choisit les nombres uniformément. Et alors, comment on constitue la clé? Qu'est-ce qui est la clé? Dans les deux parties de la clé, pour chiffrer et pour déchiffrer, pour la clé publique et la clé privée, on aura n. On aura besoin de n. Et puis, on va dire que de manière totalement arbitraire, E est la clé privée, D est la clé publique. D pour décrypter, E pour encrypt. Voilà, donc j'ai fait mon trousseau de clés, j'ai calculé N, D et E, et je décide de garder bien précieusement N et E secrets, et de publier à tout le monde N et D. Alors on peut se poser vraiment la question là, pourquoi est-ce que à partir de N et D, on ne peut pas recalculer E et donc récupérer la clé privée? Toute la sécurité de RSA repose vraiment là-dessus. Et en fait, là, c'est les inventeurs de RSA qui ont bien réfléchi à leur problème. Alors c'est pas que, nous on a calculé D à partir de E, mais on pourrait très bien calculer E à partir de D. À partir d'un nombre, calculer son inverse, dans l'autre sens, ça aurait marché aussi. Je peux peut-être le faire. Inverse modulaire de 739. Donc si j'étais parti de D, ça m'aurait donné E.
Mais pour faire ce calcul, on voit qu'on a utilisé le 2392. Et le 2392, c'était phi. Pour avoir phi, il faut avoir p pour pouvoir faire p-1, et il faut avoir q pour pouvoir faire q-1. Là, on ne connaît pas p et q, on ne connaît que le produit. Par exemple, dans notre exemple, on connaîtrait 2491, et en fait, pour pouvoir recalculer l'autre clé, la clé secrète, il faudrait pouvoir factoriser 2491 pour trouver que en fait 2491 c'est 47 fois 53, pour pouvoir calculer 46 fois 52, obtenir phi, et calculer l'inverse modulaire de d modulo phi, de E modulo phi. Oui, mon phi s'est passé par là. Donc, c'est une opération qu'on ne sait pas faire à l'heure actuelle. Toute la sécurité de RSA repose vraiment sur l'idée que actuellement, on ne sait pas factoriser n quand n est gros. Alors, par exemple, si on va voir l'article Wikipédia sur la décomposition en facteurs premiers, eh bien, voilà, c'est un problème très important en crypto, c'est ce que ça nous dit. Et le record aujourd'hui, peut-être qu'on a su factoriser un nombre de 240 chiffres. Je ne suis pas trop sûr de est-ce que c'est des chiffres binaires ou en base 10, mais 240 en base 10, oui, voilà, ça fait un nombre de 800 bits. Donc 800 bits, c'est dangereux, mais au-delà, vous prenez P et Q de 1000 bits, N va faire 2000 bits, on est en sécurité pour encore pas mal d'années avec RSA là-dessus.